Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. On va juste attendre 1 ou 2 minutes avant de pouvoir commencer, le temps que tout le monde puisse se connecter. Alors, je vois qu'on est presque 100 participants. On va pouvoir démarrer. Du coup, rebonjour à tous. Merci pour votre patience. Je vous souhaite tout d'abord la bienvenue sur notre webinaire co-organisé avec Webikio. Je me présente rapidement. Je suis Suzanne Thirier, donc chargée de marketing et communication au sein du groupe Neosoft. Et pour ceux qui ne nous connaissent pas, donc Neosoft est un cabinet de conseil en IT, donc en informatique. Neosoft, c'est surtout 1800 collaborateurs qui sont répartis sur 14 agences sur toute la France. Et on va accompagner donc nos clients sur leurs besoins autour de 6 expertises. Donc le cloud, data, DevOps, software engineering, l'agilité et la cybersécurité. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour parler donc de cette dernière expertise qui est la cybersécurité avec notre expert donc Michael Léon qui lui est le responsable du SOC et du CSIRT chez Neosoft qui va vous partager donc son retour d'expérience sur la conception d'un CSIRT avec succès au sein d'un ministère. Donc Michael, je te laisse la main. Ça marche, merci Suzanne. Bonjour à tous et à toutes. Alors, tac, l'écran est bon. Donc effectivement, donc aujourd'hui, comme vous l'avez vu sur le titre de la conférence, on va discuter un petit peu sur les best practices pour concevoir un CSIRT et mener à bien ce projet-là. Je vais surtout vous raconter la petite histoire qu'on a eue avec les différents ministères avec lesquels on a travaillé et plus particulièrement le MTECT, donc le ministère de la Transition écologique et de la cohésion des territoires, qu'on a accompagné, donc Neosoft a accompagné pour la création de leur CSIRT. Donc n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat par écrit, on peut pas interagir à l'oral et à la fin on fera un petit tour sur ces questions-là avec Suzanne du coup. Donc je me présente rapidement, donc Michael Léon, donc je suis responsable du SOC et du CSIRT et je travaille chez Neosoft depuis quelques années. Donc rapidement le sommaire, donc on va d'abord déjà discuter sur qu'est-ce qu'un CSIRT. Donc j'ai pas vu Suzanne les réponses sur le sondage. Donc je ne sais pas si vous pouvez peut-être répondre au sondage sur est-ce que des gens ont déjà un CSIRT ou non. Ça me donnera un petit peu la vision des auditeurs pour adapter un petit peu mon discours. Ensuite, on va voir pourquoi il faut se lancer dans la création de son propre CSIRT, les clés de réussite et les difficultés possibles qu'on peut rencontrer. Et du coup, tout cela le coupler à notre retour d'expérience concret lors de la mise en place de ce CSIRT chez le ministère. Alors c'est parti. Alors, donc déjà, qu'est-ce qu'un CSIRT, tout simplement. Donc on parle de Computer Security Incident Response Team. Finalement, c'est une équipe qui a plusieurs casquettes aujourd'hui. Donc on peut aussi entendre le terme de CERT. On avait l'habitude avant d'utiliser ce terme-là, CERT ou même CIRT, tout simplement. Mais c'est plus devenu une marque. Donc aujourd'hui, on va se focaliser et dire que maintenant, c'est vraiment le mot CSIRT qui ressort. On peut voir ça comme des cyberpompiers, pour faire assez simple. Donc c'est multi-rôle, multi-casquette. Son but premier quand on parle du CSIRT, c'est, on entend tous, voilà, c'est la réponse à incident finalement. L'équipe qui va intervenir à la suite d'une attaque. Mais clairement, c'est pas que ça, et c'est ce qu'on va voir pendant cette présentation. C'est un pilier finalement de votre entreprise aujourd'hui. C'est elle qui va notamment effectuer tout ce qui est l'observation de toutes les différentes menaces. Donc dans ces équipes-là, les personnes vont faire donc toute cette partie veille vulnérabilité, veille de menaces, pour accompagner finalement les personnes de votre SOC et leur donner tous les IOC, toutes les dernières menaces, les campagnes qui existent, pour que tout le monde soit à jour. Il y a un gros travail de collaboration, donc là j'ai listé ces 3 points: coordination, remédiation, sensibilisation, parce que du coup c'est vraiment pas que la réponse à incident. En termes de coordination, c'est important. Dans le CSIRT, donc souvent c'est le manager du CSIRT, c'est lui qui va coordonner le travail entre les différentes équipes à la suite d'une attaque. Il faut savoir que
on va le voir, hein, lors de la création de son CCIRT, le plus important finalement de base, c'est d'avoir un sponsor dans son entreprise. Donc ça peut être quelqu'un de haut placé et qui va vous appuyer, parce qu'il faut savoir que lorsqu'on va se faire, par exemple attaquer, si quelqu'un donc du CCIRT ou le responsable du CCIRT qui est en charge de la coordination entre les différentes équipes, donc les infras, systèmes, réseaux ou même le RSSI ou autre, va dire: «Il faut, couper la prod sur tel système d'information pour limiter la casse», bah, finalement, tout le monde devra dire: «OK», parce qu'il a eu l'aval finalement de la personne qui est son sponsor et donc c'est le CCIRT à ce moment-là qu'il faudra écouter. En termes de remédiation, Heu, du coup, ça peut être suite à la réponse à incident et essayer de retrouver un état nominal de production. Nous aujourd'hui, Neosoft, c'est ce qu'on effectue chez nos clients en tant que CCIRT externe. Mais là, aujourd'hui, je vais plutôt axer la présentation finalement sur, le fait que vous, il faut avoir son CCIRT en interne. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas se faire aider en cas de problème, mais c'est important d'avoir son CCIRT en interne. Et la partie sensibilisation, c'est un point aussi qui on sait pas forcément, que c'est un rôle qui est joué par le CCIRT, mais c'est une des briques importantes. Aujourd'hui, le CCIRT doit faire, par exemple, des, campagnes de sensibilisation, donc des campagnes de phishing ou autres. C'est lui qui est garant de toutes ces actions, faites en général conjointement avec l'équipe, du RSSI pour, sensibiliser tous vos employés. Donc typiquement, un CCIRT, c'est pas qu'une simple équipe. On se dit pas: «Ouais, j'ai 2 personnes, techniquement qui sont bonnes, qui tiennent la route, je les mets là et si on se fait attaquer, bah, on verra comment on y répond». Non, alors déjà, ces personnes-là, le reste du temps, il faut quand même qu'ils travaillent, c'est important. C'est des profils à forte valeur ajoutée dans une entreprise et donc du coup, avec toutes les tâches qu'on vient de lister, on voit qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses à faire au quotidien, finalement, avant qu'on se fasse attaquer ou en attendant qu'on se fasse attaquer. Ce qu'on ne souhaite à personne. Hem, je sais pas si ça change, non, ça change pas. Hop. Donc il y a différents freins et obstacles en général qu'on rencontre à la construction d'un CCIR, donc qu'on soit RSSI ou la personne qui a envie de monter cette équipe dans l'entreprise. Donc j'ai listé, plusieurs phrases qu'on a déjà eues, hein, nous Neosoft, ou que j'ai eu, dans mon ancien job. Je vais commencer en haut à droite. Donc on a déjà un SOC, on l'a déjà eu celle-là. OK, donc mais ça n'a rien à voir. C'est un point important aujourd'hui, la différenciation vraiment entre cette équipe CCIR et cette équipe SOC, donc entre l'équipe proactive et l'équipe réactive. Heu, c'est important d'avoir les 2, hein, clairement avoir un SOC, c'est un prérequis, si on veut avoir un CCIRT, derrière, hein et avoir un CCIRT, c'est vraiment un élément ultra important pour avoir un SOC de qualité dans son entreprise. Ça ne nous empêche pas de monter votre propre CCIRT, même si vous avez un SOC qui est externalisé, géré par un prestataire. Dans tous les cas, vous aurez la connaissance de votre SI, et du coup, finalement, vous pourrez aider, les équipes du SOC, lors de la qualification des incidents. Le point, qui gêne en général, hein, c'est que ça coûte cher. Alors oui, clairement, un CCIRT, ça coûte cher. Je vais lister un peu plus bas, à peu près, une fourchette de combien ça peut coûter pour démarrer et se lancer sur la construction de son CCIRT. Bah, c'est toujours la même chose, hein, avec la cybersécurité. C'est quoi le gain qu'on peut avoir, hein, par rapport à monter un CCIRT ou, peut-être avoir un arrêt de production de 1 jour, 1 semaine ou autre. On a eu plusieurs attaques, hein, comme par exemple, Bouygues Construction qu'on a tous vu en 2020 où, l'arrêt de production a fait très mal à cette entreprise-là et alors que c'était une entreprise finalement qui n'avait rien à voir avec le milieu de l'informatique. Il y a eu, en quoi est-ce utile pour notre entreprise? Est-ce que les autres ils en ont un? J'ai pas le temps pour ce type de projet. Hem, Bah, le j'ai pas le temps pour ce type de projet, c'est à ce moment-là où je disais, hein, il faudra de toute façon trouver un sponsor pour votre équipe. Donc en général, quelqu'un du COMEX, ou autre, pour vous appuyer et vous dégager ce budget-là. Donc ça, ce sera vraiment la première phase de construction, de votre CCIRT et les autres, est-ce qu'ils en ont un? Alors, en général, de plus en plus aujourd'hui, on n'aura pas tous un CCIRT de même niveau de maturité, on en discutera plus tard. Par contre, on commence tous à avoir fait des exercices de crise, on commence tous à avoir 1 ou 2 personnes, qui seront là, pour, faire finalement le premier rempart à la suite de la qualification des incidents, essayer de remettre l'État en mode nominal ou être tout simplement l'intermédiaire avec des sociétés tierces de prestations. On ne trouve pas de profil compétent. Alors oui, c'est compliqué aujourd'hui, hein, les bons profils, pour du CCIRT, parce qu'on a vu qu'il y avait plusieurs casquettes, hein. Il peut y avoir, bah, du reverse de malware, de l'analyse de vulnérabilité, juste de la veille, quelqu'un qui coordonne, qui est technique, mais pas que, qui doit savoir parler à tous les différents types de profils de votre entreprise. C'est des profils qui coûtent cher, clairement, et il faut surtout pouvoir les attirer parce qu'aujourd'hui, se dire, le CCIRT, c'est pas on travaille pas que quand il y a de la réponse à incident à faire, il y a beaucoup de travail à côté
mais il faut montrer que l'entreprise est derrière cette équipe-là, qu'elle aura le budget, les outils, les équipements pour pouvoir finalement alimenter ces analystes au quotidien. Et est-ce vraiment efficace? Clairement oui, on l'a tous vu, hein, de toute façon c'est comme ça qu'on peut redémarrer rapidement ou limiter la casse, et donc du coup, perdre moins d'argent. Donc faut-il se lancer? Bon, si je fais la conférence et que je vais vous dire oui, mais aujourd'hui le constat actuel, alors il y a, beaucoup de gens disent: «Il y a de plus en plus d'attaques, de cyberattaques». Alors moi je suis pas totalement d'accord avec ça, hein, effectivement, depuis 10 ans il y a beaucoup d'attaques, mais c'est surtout qu'il y a une professionnalisation des attaques en fait. Aujourd'hui, c'est un vrai métier, les gens sont répartis, ont des tâches bien spécifiques. Il y a des personnes qui sont là uniquement pour faire la compromission initiale, ensuite pour revendre vos accès à d'autres personnes qui vont continuer l'attaque et cetera. L'informatique, elle est au cœur de l'entreprise, donc comme on l'a vu, hein, aujourd'hui, n'importe quelle entreprise, qu'elle soit petite, une ETI ou autre, peut être la cible parce que typiquement, ce que cherchent les attaquants, tout simplement, c'est de l'argent ou de la donnée pour les revendre derrière. Mais bon, très clairement, c'est quelque chose de financier, le but premier. Donc finalement, que vous soyez, une entreprise qui vend des vélos ou, qui construit des routes, ou autre, un arrêt de production aujourd'hui, ça va vous impacter et vous allez normalement, vous utilisez tous plus ou moins de l'informatique, que ça soit avec des tablettes pour gérer, des commandes, ce genre de choses et du coup, un arrêt de prod sur 1 ou 2 jours, ça peut couler certaines entreprises, directement. Donc on est tous des cibles, hein, clairement, donc c'est vraiment pour compléter ce que je viens de dire et j'ai mis sécurité équivalente au gros, donc il y a beaucoup d'entreprises, donc j'ai pas vu la liste de tous les participants, mais clairement, on sait que voilà, des entreprises comme Bouygues, BNP et cetera, tout le monde a déjà son CSIRT, donc finalement, les attaquants ils vont se dire: «Eux, ils ont déjà leur CSIRT, pourquoi je vais pas attaquer le voisin d'à côté qui lui n'en a pas?» Hein, c'est quand même plus simple de cambrioler la maison qui a pas d'alarme que celle qui en a une, et vu qu'on est tous des cibles, l'idée c'est de se prémunir, de se montrer, de dire: «Voilà, nous aussi, on a quand même une équipe qui est là pour vous répondre en cas d'attaque». Le fait de construire son CSIRT en interne, donc c'est un gain de réactivité, qui va être vu, hein, lors de l'attaque, donc une perte d'argent moindre, parce que ces personnes-là, connaissent parfaitement votre système d'information et même si finalement, ils n'auront pas les compétences, adéquats pour faire la réponse et remettre le système d'information à un état nominal, elles pourront aider, les personnes qui viendront vous aider, enfin aider les personnes qui viendront vous accompagner sur cette remédiation. Donc par exemple, le CSIRT de Neosoft ou d'autres CSIRT de nos concurrents ou autres, parce qu'elles sauront exactement quoi leur dire, ils parleront le même langage et ça permettra directement à ces analystes de trouver finalement, la source de l'attaque et de l'arrêter le plus rapidement possible. Hem, Confiance du management et échange et confiance entre les CSIRT, donc c'est important. Là, on va parler ensuite dans cette conférence, du déploiement du CSIRT basé sur le modèle, SIM3, heu, qui va vous permettre finalement, de monter un CSIRT dans les règles de l'art, tout en ayant du coup des documents, des procédures et des processus, associés à ce modèle-là. L'idée d'avoir, du coup, la confiance du management, c'est comme je le disais, de pouvoir recruter, faire la pub de votre CSIRT, en disant: «Voilà, on est sponsorisé dans notre entreprise, on aura toujours les moyens qu'il faut pour faire grandir l'équipe, toujours être à jour au niveau des formations», ce genre de choses et l'idée de monter un CSIRT en suivant, du coup le modèle SIM3 va vous permettre par exemple d'arriver dans l'Intercert, donc le rassemblement des CERT de France et d'avoir, du coup tous ces échanges et la confiance des autres CSIRT et vous permettre finalement d'être à jour sur les derniers IOC ou, les dernières vulnérabilités et menaces. Donc clairement, faut-il se lancer? C'est un grand oui, hein, donc n'hésitez pas et j'espère qu'à la fin de la conf, pour ceux qui n'ont pas de CSIRT, ça leur donnera envie de tenter l'aventure. Justement pour se lancer dans la création de ce CSIRT, alors je l'ai splitté en 5 grandes étapes. Donc la première, en fait, elles sont toutes très importantes, mais vraiment, la première, l'évaluation du niveau de préparation, c'est déjà, bon, est-ce qu'on a besoin d'un CSIRT? Donc on se repose toutes les questions sur lesquelles on vient de discuter et on voit finalement, est-ce que le bénéfice-risque, il est important ou pas? Donc, je pense que oui, hein, aujourd'hui. Surtout de quel budget on dispose et qui va nous sponsoriser. S'il n'y a pas de sponsor, clairement, ça va être compliqué de monter un CSIRT. On va se retrouver à un moment où on va dire, «Il me faut tant de budget». On va nous dire: «Oui, mais c'est quoi le retour sur investissement?» On s'est jamais fait attaquer et du coup, peut-être que le CSIRT va s'arrêter là. Voilà, donc c'est le premier point, c'est, qui sponsorisera le projet. Ça sera la personne qui fera le mandat, du coup, pour dire: «Voilà, le CSIRT, il va être géré par telle personne et quand il dira quelque chose, il faudra l'écouter» et le budget, du coup, c'est
C'est ce qui vous permettra d'avancer tout au long de l'année. Par rapport à notre petite histoire avec le ministère, nous on les a accompagnés, donc aujourd'hui Neosoft les a accompagnés dans une phase de design. Il faut savoir finalement que cette phase-là, c'est une phase qui est souvent oubliée. Les personnes qui se lancent en général dans la création d'un CCIR partent directement dans la phase d'après, et ça souvent il y a un risque d'échec du projet, parce qu'on part bien en tête et on se dit: «Voilà, moi j'ai les équipes, je vais acheter les outils, monter, je sais pas, ma CTI ou autre et ça va fonctionner». Alors ça peut le faire si les personnes sont déjà expérimentées, mais on recommande fortement de passer sur cette étape de design. Vous allez le voir qui prend quand même pas mal de temps. Donc c'est vraiment toute la partie validation du mandat, création de toutes les documentations basées sur, finalement le référentiel SIM3 pour être sûr de rien oublier et le point important, le catalogue de services finalement, c'est quels sont les services qui vont être rendus par votre CCIRT et pour délimiter son champ d'action, au sein de votre entreprise. Une fois qu'on a fait tout ça, on peut passer sur le déploiement. Donc on peut dire qu'au début, on était dans la phase design, on passe sur la phase de build. Voilà, c'est vraiment, la création, du coup des outils, enfin l'installation des tools, les premiers tests. Donc, l'idée c'est aussi de ne pas hésiter, à s'appuyer sur des CCIRT régionaux, typiquement qui eux auront plus de maturité que vous, mais peuvent vous faire confiance, peut-être vous donner des petites réponses à incidents, assez faciles dans un premier temps, qui va permettre à vos analystes de monter en compétences, de prendre de la confiance et du coup de montrer aussi que votre CCIRT est intéressant. Heu, Point important à la fin, hein, c'est, donc l'officialisation. Clairement, quand on arrive déjà à la phase de déploiement, il y a en général entre 6 mois et 1 an, hein, de travail qui ont été effectués. Les équipes commencent déjà à être un petit peu fatiguées parce que finalement le CCIRT ne tourne toujours pas. Donc on se dit: «OK, mais quand est-ce qu'on va, aller récupérer des artefacts finalement?» Donc c'est important l'officialisation, il faut que le sponsor soit là, ça fait une bonne visibilité pour votre équipe, pour votre CCIRT et ça lui permettra finalement de tourner, dans le meilleur des mondes par la suite. On rentre donc à ce moment-là dans la phase d'opération, donc dans la phase de run, hein, tout simplement, où le CCIRT rend ses services. Donc l'idée pendant ce temps-là, c'est pas uniquement d'attendre, hein, qu'il se passe quelque chose. Il faut, être proactif, vraiment voir, mesurer ses performances, faire des revues des KPI, hein, comme du run classique pour un SOC ou ce genre de choses à travers des copiles. Se dire voilà, sur telle réponse incident, on a mis tant de temps, qu'est-ce qu'on a raté, qu'est-ce qu'on pourrait faire de mieux, et cetera. Vraiment se challenger tout le temps. Et ne pas aussi, hésiter à faire des COMAG, donc on va dire des comités d'amélioration continue pour, récupérer donc ce que je marquais en bas, les idées, hein, pour se dire: «OK, ça aujourd'hui ça tourne comme ça, mais on pourrait le faire de telle manière, je pense que ça serait mieux». Et en fait, on rentre du coup à ce moment-là dans la dernière phase, qui est la phase d'amélioration, où on vise, le niveau supérieur. Donc je vais en reparler après, mais finalement c'est le niveau de maturité de votre CCIRT, hein. Heu Voir du coup, comment on peut passer à ce niveau du dessus et l'améliorer. Donc à ce moment-là, on va prioriser les différentes tâches qu'on a listées, on va budgétiser et on recommence par la phase de design. Donc clairement, assez certes, ça vit dans le temps, hein, toujours en permanence, en recherche d'amélioration. On ne se repose pas sur ses acquis une fois qu'il est construit, hein, parce que, comme on le sait, les attaques, elles évoluent de leur côté. Donc au niveau de la roadmap, bon je vais aller vite sur cette partie, on peut voir que les différentes étapes vont prendre du temps. Nous typiquement par rapport, à ce qu'on a fait chez les ministères, hein, la phase de design, donc la phase numéro 2 a pris 12 mois pile. Le projet a commencé début 2023 et s'est terminé là en janvier de cette année, avec, du coup un consultant, dédié par ministère, plus un chef de projet qui concaténait le tout. La phase de déploiement, alors entre 4 et 12 mois, ça va dépendre de la taille de votre entreprise, hein, forcément, de la taille de votre CCIRT. Heu et avant de passer en run, du coup, en mon avis, il y aura facile 4 à 6 mois, de déploiement, de build, avant de passer dans ce run-là. Au niveau de l'équipe, on considère qu'un CCIRT, ça commence à 4-5 personnes, c'est ce qu'il faut pour avoir un CCIRT qui tourne, correctement. Je l'ai mis en bas aussi, l'administrateur système à 25. C'est un point important qu'il faut pas oublier, hein. Il faudra quand même, que du coup dans votre budget, vous comptiez cette personne-là qui du coup n'est pas dans votre équipe. Mais c'est lui qui va gérer toute la partie, MCO, MCS des outils qui seront utilisés, au quotidien par vos analystes. Donc dans la dernière phase, c'est de l'amélioration, donc j'ai mis environ 1 mois par an. C'est avec, toutes les réunions, mis bout à bout, pour, du coup définir les nouveaux budgets, la roadmap et cetera. Et donc du coup, ce que je disais, hein, quand on a fait ce cycle d'amélioration, on revient sur la phase de design avec les idées et on recommence. Et ça nous permet finalement d'avoir toujours, la roadmap, quel niveau de maturité on veut atteindre et de faire vivre son CCIRT dans le temps.
En termes de budget, alors là, ça va vraiment différer en termes d'entreprise, donc c'était un peu compliqué de lister ça, mais en termes de TP, on va être aux environs de 300 000 à peu près, par rapport à ce qui se fait sur le marché actuellement. En termes de licence, outillage ou autre, donc bon, il y a beaucoup de licences, enfin d'outils, open source qui vont être utilisés par le CSIRT, donc c'est important, hein. Après, j'ai listé environ, 100 000, 150 000, pour des outils, par exemple, je sais pas si vous voulez prendre du ZIve payant ou ce genre de choses, qui peuvent être utiles, de la CTI payante, des feeds payants et cetera. Et en termes de formation, donc comme vous allez le voir après, il y a quand même un plan de formation à faire, hein, pour vos analystes, c'est important. Bon, entre 15 et 20 000, ça va dépendre, hein. Il y a des formations à 1 500 € qui sont très bien. Après, on peut partir sur de la l'ASCENS à 8 000 qui sont top aussi. Enfin voilà, ça dépendra vraiment de votre budget. Donc clairement, pour, on va dire, une ETI ou même une entreprise un peu plus grande, pour se lancer entre 300 et 500 000, c'est un budget quand même conséquent qu'il faut pour avoir un CSIRT qui va tourner et qui va pas mourir dans le temps, en fait. Donc nous, notre petite histoire, donc par rapport au retour d'expérience qu'on a effectué avec les ministères. Donc, le projet, il a été commandité par l'ANSSI, donc en fin 2022. Le but était d'aider 10 ministères à la création de leur CSIRT ou finalement à l'amélioration du niveau de maturité de ces CSIRT-là. Donc on se les répartit, on était dans un consortium, hein, avec des collègues. Nous, Neosoft, nous avons pris 4 ministères. L'idée finalement, c'était d'aider les ministères à pouvoir par la suite être autonomes pour effectuer leur propre réponse à incident, les accompagner sur le binding finalement de leur CSIRT avec leur SOC, c'est pour ceux qui avaient déjà un SOC existant, donc toute la partie supervision et détection, et voir finalement aussi toute la partie analyse d'impact métier sur leur SI aujourd'hui, faire finalement une analyse de risque avec les incidents redoutés par ministère. Pour ce projet-là a été commandité par l'ANSSI, finalement, c'est ce qu'on disait, hein, c'est par rapport au contexte cyber, hein, une croissance tous on le sait, de la cybercriminalité, des enjeux sectoriels importants. Donc, par exemple, pour nous, là, le ministère de la transition écologique, finalement, qui est le ministère aussi de l'énergie et des transports, bon, voilà, on s'entend qu'une cyberattaque sur quelque chose au niveau de l'énergie ou autre, ça peut avoir un impact important. Donc, il était important pour eux d'avoir leur propre équipe pour effectuer cette réponse à incident. On les a uniquement, c'est déjà pas mal, mais on les a uniquement accompagnés sur la phase de design. Donc c'était la phase numéro 2, hein, finalement, c'est la phase de création de documents et de corpus documentaire. Pour cela, donc, on s'est basé sur le modèle SIM3. Donc c'est le modèle, ça veut dire Security Incident Management Maturity Model. Donc, clairement, c'est le modèle de référence à suivre, hein, pour faire un CSIRT dans les règles de l'art. Notre ministère, donc il y a différents niveaux de maturité, donc il y en a 5, mais on va parler surtout de 3 niveaux, donc il y a des basiques, intermédiaires et avancés. Par exemple, notre ministère était niveau C1, l'idée était d'atteindre le niveau C1. Il partait de 0 et était d'atteindre le niveau C1. Donc cet accompagnement a été effectué donc sur 1 an avec un consultant dédié et un chef de projet. Au niveau des ressources humaines, eux, de leur côté, le ministère a dû donc nommer un chef de projet qui était dédié. Donc, c'était l'adjoint FSSI, donc c'était monsieur Stéphane Bergerot, qui nous a bien aidé à comprendre finalement les spécificités du ministère qui pour nous sont inconnues, hein, pour du coup faire fitter les documents, les processus avec ce monde ministériel. Donc le modèle SIM3, il se présente comme ça. Donc c'est assez complexe. Vous allez sur le site, hein, tout simplement de SIM3, il y a le lien après. Donc il y a 4 grandes thématiques, donc comme on peut le voir, donc les O, les H, les T et les P, donc traditionnels, humains, outils et les processus. Le tout finalement ça contient 45 points de contrôle, avec à chaque fois du coup des niveaux de maturité différents. Donc 0, 1, 2, 3, 4. Donc on part du centre vers l'extérieur, plus on est vers l'extérieur, plus le niveau de maturité est élevé. En fonction du niveau que vous voulez atteindre, du coup les cases vont se colorier et vous pourrez du coup faire votre roadmap pour savoir jusqu'où il faut aller, en fait. Il y a alors c'est un point en bas, j'ai mis auto-évaluation, effectivement, c'est qu'aujourd'hui, donc il y a des auditeurs SIM3, mais vous pouvez demain vous lancer, vous dire: «Voilà, moi je veux monter mon CSIRT en suivant ce modèle-là, j'ai besoin donc de faire les documents de ces 45 points de contrôle, où est-ce que j'en suis?» Donc l'idée, vous vous auto-évaluez et vous vous dites: «OK, voilà, le chemin à parcourir pour arriver au niveau 1, c'est de créer tous ces documents-là, d'avoir tel processus» et cetera.
c'est un point important de partir sur la création de son CCIRT en utilisant le modèle SIM3 parce que c'est un prérequis pour rentrer à l'Intercert. Donc c'est une association en fait qui rassemble la communauté de tous les CCIRT de France. Donc clairement, ça vous permet d'avoir des échanges particuliers, privilégiés avec certaines personnes, de vous faire accompagner, de vous faire aider aussi par ceux qui ont le plus de maturité. Et j'ai mis 2 modes de qualification. Donc là, c'est pour la partie TSC CIRT, donc qui est finalement un groupe de travail qui permet la collaboration et la coordination entre les CCIRT, mais au niveau européen, là, à ce moment-là, donc il y a beaucoup plus de monde. Donc vous pouvez être déjà dans un premier temps accrédité, donc pareil, c'est un certain niveau de SIM3 à avoir, puis après certifié, donc du coup avec un des auditeurs qui viennent chez vous pour vérifier vos documentations, vérifier comment les personnes travaillent chez vous, etc. Donc voilà, c'est des plus-values, mais c'est important et ça vous assure finalement un gage de qualité sur votre méthodologie. Donc là, c'est des screenshots qu'on retrouve sur le site du coup SIM3 du modèle. On peut voir finalement en haut, j'ai choisi donc ENISA basique, donc c'est le niveau que par exemple on veut avoir, et ça nous dit voilà, pour ENISA basique sur la colonne du milieu, il faut être niveau 3 pour les 4 points O1, O2, O3, O4. Et donc niveau 3, qu'est-ce que c'est? On prend par exemple en bas mandat, donc le mandat pour qu'il soit au niveau 3, du coup, ça veut dire qu'il faut discuter de ça, il faut finalement faire le document et il faut finalement qu'il soit approuvé par votre management. Voilà, là c'est un point assez simple, mais ça vous permet de comprendre finalement pour chaque document les différentes étapes qu'il faut pour être compliant avec le niveau du modèle que vous voulez atteindre. Aujourd'hui, donc sur le CCIR du MTECT, donc le ministère de la Transition écologique et de la cohésion des territoires, leur but a été de passer C1. Donc ils partaient de 0 et donc on les a accompagnés pour qu'ils puissent passer niveau 1. Donc, du coup, arriver sur le niveau ENISA basique. Donc on s'est dit, ok, mais comment on va faire pour atteindre ce niveau? Qu'est-ce qu'il faut produire? Ok, il y a 45 points de contrôle, mais en fait, qu'est-ce que ça veut dire, quoi? Donc on s'est retrouvé finalement avec une absence de documents source ouverte sur Internet. Il n'y a pas de, en fait, le modèle SIM3 ne vous donne pas des templates de documents, ou ne vous donne pas des choses à fournir et à créer pour assurer en fait cette conformité et vous dire voilà votre CCIRT va fonctionner de telle manière. Donc nous, ce qu'on a fait, par exemple, c'est environ, alors pour ce CCIRT-là, on avait créé 25 documents qui pouvaient couvrir ces 45 points. Pour d'autres CCIRT, c'était 20 documents, pour d'autres, c'était 30, enfin ça dépendait. On a essayé de concaténer le plus possible. Il y a eu, du coup, en termes de difficultés pour créer tous ces documents, la principale difficulté que nous, on a rencontrée, clairement, c'était la connaissance du monde ministériel, avec les différentes réglementations, et donc du coup l'adaptation de tous ces documents que nous, on avait construits un petit peu en mode template à leur environnement spécifique. Le deuxième point, c'était l'interfaçage entre le CCIRT et le SOC du ministère, parce qu'on n'avait pas tous la même définition entre un SOC et un CCIRT, et surtout où étaient les limites et le scope de chacune des parties. Donc ça, c'était important, et il a fallu vraiment se poser tous ensemble au début pour définir tout ça. Donc je pense que ça, c'est un point qui peut être important et de discuter dès le début avec vos équipes, en fait. Et après, il y avait toute la partie définition des services, que ça soit en fonction des entités, donc finalement les bénéficiaires du CCIRT des ministères, qui peuvent être soit des établissements publics, soit des opérateurs privés dans le secteur de l'eau, des transports ou ce genre de choses, et du coup qui n'attendaient pas les mêmes niveaux d'exigence. Donc là, par exemple, si on reprend le niveau ENISA basique à atteindre, sur la partie mandat, donc on voit qu'il nous demande le niveau 3. Donc comment on peut le voir? Alors je sais pas si vous voyez ma souris, mais à droite, donc par exemple le O1, donc c'est 0, 1, 2 et 3 qui sont en rouge, et en fait en cochant la petite case 3, on voit que ça passe au vert. Donc voilà, ça veut dire que si on arrive au niveau 3, on peut être ENISA basique. On n'a pas besoin de faire le point numéro 4 finalement, le niveau 4 de ce point-là mandat. Voilà. Et c'est exactement comme ça qu'on peut faire. Par exemple, on voit que pour l'O6, c'est 0, 1, 2, donc il faut aller jusqu'au niveau 2, on n'a pas besoin d'aller plus loin pour avoir le niveau basique. Après, si on clique sur intermédiaire, logiquement, ça va griser, enfin, colorier en rouge la petite case supérieure, et ça vous donnera du coup la roadmap pour la suite. Donc voilà, pareil pour les autres points à chaque fois. Donc on voit à gauche que ça devient en vert, et ça vous permet de vous sauter, évaluer, de savoir le boulot qu'il y a à fournir. Mais comme on peut le voir, la description finalement, elle vous dit voilà, il faut avoir un mandat, et ça s'arrête là. Typiquement pour ces points-là, donc il y a eu le mandat et la partie authority, responsibility, consistency. Nous on l'a regroupé finalement dans la RFC 2350. Alors c'est ce que font tous les CCIRT, mais c'est un document en fait qui est la carte de visite tout simplement de votre CCIRT.
donc vous allez publier sur votre site web ou autre, pour dire voilà, c'est quoi, comment s'appelle notre CCIRT. Donc CCIRT, le nom de votre entreprise, c'est quoi ses missions, jusqu'où elles vont aller, qui sont les membres, etc. Comment on les contacte, tout ce genre de choses. C'est toutes les informations publiques en lien de votre CCIRT pour vous faire connaître. Et pareil, même pour l'Intercert, c'est intéressant que les autres vous connaissent. J'ai listé quelques exemples de documents qu'on a construits, donc ça c'est pour vous aider. Donc parmi par exemple les 25 documents, on a fait donc ces 5 gros documents-là, mais en fait c'est surtout pour vous montrer, voilà, par rapport aux différents points. Donc là on reprend ces points organisationnels, donc au 1, 2, 3, 4 et 7. Nous on s'est dit voilà, ça on va tout regrouper donc dans cette fameuse RFC 2350 et dans le mandat. Donc déjà on avait fait que 2 documents. Après, on nous demandait le service description. Bon, du coup, on s'est dit, en fait, c'est juste ni plus ni moins qu'un catalogue de services, donc on va tout mettre à l'intérieur. Il y a eu cette partie staff development, technical training, qui sont des points demandés, hein, donc du coup par SIM 3 finalement, pour que vos analyses continuent à progresser, etc. Donc nous, on s'est dit, voilà, on va faire un catalogue de formation. Donc là, on a listé toutes les formations qui peuvent être importantes pour les différents analystes des ministères, avec du coup en fonction du niveau d'expérience de l'analyste, etc., pour eux leur donner une roadmap, savoir qu'est-ce qu'il faudra que leurs analystes suivent, le budget qu'il faudra y consacrer, etc. Et donc là, je rappelle, on est encore uniquement que dans la phase de design. Hein. Finalement, le CCIRT ne rend toujours pas ses services. La stratégie de collecte, donc là pour ceux qui font du SOC, ça parle, hein, finalement c'est la même chose. Et le dernier point, c'est voilà, tout ce qui est P, process, donc l'escalation to governance level, to press, to legal, etc. Finalement, c'est à qui on a le droit de parler, à quand et sur quel sujet. Donc tout ça, nous on l'a regroupé dans un processus d'escalade et de communication. Après, libre à vous de faire 3 documents ou moins de documents. Enfin, voilà, c'est vraiment comment vous le sentez. Et c'est un peu ça le premier souci finalement du modèle SIM3. Donc j'ai listé un petit peu les avantages et les inconvénients de ce modèle. Alors je commence par les inconvénients et je tente de finir sur quelque chose de positif. Alors il y a une certaine complexité quand même, comme on l'a vu, hein, il y a 45 points de contrôle, déjà faut les appréhender, faut les comprendre. Il y a quand même peut-être besoin d'une expertise. Enfin, nous, typiquement, on a accompagné les ministères sur ça. Hein. Eux avaient toute la connaissance de leur métier, nous, on avait la connaissance justement de ce modèle-là. Parce que, en fait, il faut le personnaliser. C'est vraiment le truc qui nous a pris le plus de temps. C'est pour ça qu'on a mis plus d'1 an, hein, parce qu'il y a différents allers-retours. Il y a des personnes qui ne parlent pas ce langage-là, pourtant qui vont être impactées de près ou de loin par finalement la création du CCIRT en interne dans l'entreprise. Donc c'est bien que tous les acteurs soient au courant. Et pour cela, heureusement qu'on avait du coup une personne dédiée dans ces ministères à chaque fois pour faire notre interface. Il y a une maintenance continue, c'est un inconvénient et un avantage, ça dépend comment on le voit, pour du coup garder ce niveau de maturité, ce fond de roulement de votre CCIRT, et toujours viser plus loin sur un niveau plus élevé. En termes d'avantages, par contre, effectivement, hein, c'est que le modèle SIM3 il est connu et éprouvé depuis 2009. C'est un cadre de référence structuré. Voilà, normalement, si on le suit, on part sur un CCIRT en bonne et due forme avec toutes les documentations, toutes les procédures. Et quand on part en run, on sait à quoi s'attendre et on sait finalement chacun à sa place, chacun a ses rôles qui sont déjà bien définis. Il y a une auto-évaluation de la maturité, donc c'est important. À n'importe quel moment, vous pouvez vous dire OK, on en est où. Et c'est du sur-mesure parce qu'effectivement, chaque document, vu qu'il n'existe pas, vous pouvez les créer pour votre système d'information, les adapter et vous dire voilà, pour nous, c'est ce document-là qui répond à tel besoin. Les différentes perspectives aujourd'hui, hein, pour les ministères, bon là je parle notamment pour le MTE, parce qu'on a le droit de le citer finalement. Aujourd'hui, ces perspectives, c'est du coup passer en mode run, hein, en mode opération. Ça y est, là, je pense qu'ils sont en train d'effectuer la partie recrutement, pour ensuite essayer de faire une montée en maturité. Donc, ils vont viser le niveau 2, hein, donc le plus gros effet. Hein, donc, avec ce niveau 1, là, maintenant, finalement, c'est juste de l'amélioration de documentation ou de la création de nouveaux processus. Et l'idée, c'est aussi, du coup, leur adhésion à l'Intercert, hein, tout simplement. Donc, voilà, c'est leur roadmap pour cette année. Alors du coup, j'en ai terminé. Merci pour votre attention. Je pense qu'on va passer aux questions. Peut-être Suzanne, je ne sais pas s'il y a des questions d'ailleurs. Alors je me mets en mute le temps que tu dises les questions. Ça marche. Merci. Du coup, on a une première question de Titité qui demande quelles sont les formations pour ce métier et est-ce que les professionnels sont autodidactes? Oui. Alors, donc quelles sont les formations? Alors il y en a beaucoup. Hein. Il y a pas mal d'organismes. Donc j'ai cité par exemple le SENS,
qui ont des formations spécifiques. Donc, par exemple, elles commencent souvent par FOR, donc pour la partie forensique, pour aller vraiment plus loin dans la partie reverse de malware ou autre, donc c'est les 509, 510, quelque chose comme ça. Alors, j'ai plus le catalogue de formation sous les yeux, mais alors il y a certaines personnes qui sont autodidactes. Sur Internet, il y a quand même pas mal de choses. Après, finalement, faire du CSIRT, c'est être curieux. Donc, ça va rejoindre toute la partie fouille en profondeur dans les logs. On peut être spécialisé là-dessus, on peut être spécialisé sur toute la partie malware, on peut être spécialisé sur la partie finalement collecte uniquement d'informations. Donc voilà, on peut se former tout seul, on peut prendre les logs de son système d'information, essayer de comprendre ce qui s'est passé, etc. Utiliser les logs des outils du marché, hein, comme typiquement les EDR ou autres, qui sont super puissants, qui vont nous permettre de remonter beaucoup d'informations. Mais oui, après, il y a beaucoup d'autres formations. Alors, j'ai plus toutes les formations en tête, mais je pourrais vous lister les formations par niveau finalement d'expérience de votre analyste ou de vos analystes. Merci Michael. On a une deuxième question donc de Thomas J qui demande quel niveau de maturité sécurité il faut avoir pour se lancer dans un projet comme celui-ci. Alors, je me démute. Alors, pour se lancer dans un projet comme celui-là, même qu'on soit accompagné ou non, hein, finalement, au niveau de maturité, il faut déjà disposer d'une gouvernance de la sécurité, clairement. Il faut avoir une PSSI, ou alors du coup, il va falloir l'écrire pour se lancer là-dessus, avec les différentes directives associées. Il va falloir avoir une certaine connaissance des risques de son système d'information, et une organisation bien définie sur voilà, qui contacter, qui est le RSSI, quelles sont les personnes, etc. Donc je pense que c'est les principaux points qu'il faut avoir pour se lancer dans un projet comme celui-ci, et du temps aussi. Autre question, quelle est la différence en termes de process entre le modèle SIM3 et le PRIS? Alors c'est une très bonne question. Aujourd'hui, le PRIS ne demande pas du coup d'être forcément, d'utiliser le modèle SIM3, et le fait d'utiliser le modèle SIM3 ne vous donne pas la qualification PRIS. Par contre, effectivement, si vous utilisez le modèle SIM3, atteindre le niveau PRIS, ça va être un jeu d'enfant, mais ça va être assez simple parce que vous avez déjà tous les documents, toutes les procédures, etc. Et finalement, il doit y avoir juste quelques points de plus demandés par l'ANSSI à ce niveau-là. Mais même si vous voulez vous lancer finalement dans la qualif PRIS, autant se baser sur le modèle SIM3 dans tous les cas, qui est aujourd'hui pour nous finalement presque le seul et unique modèle à respecter pour se lancer dans la création de son CSIRT. Quels efforts il va rester à fournir pour passer en mode production? Alors du coup, ouais, alors là pour les ministères, donc pour la partie MTE aujourd'hui, hein, donc ce qui leur reste, donc là le projet design, donc là pour passer sur cette nouvelle phase de mode production, ce qui va leur rester, c'est la validation déjà de leurs ETP. Donc clairement, on a fait donc le plan de formation, on leur a dit le nombre de personnes qu'il faudrait avoir. Aujourd'hui, donc ils ont Stéphane chez eux qui va être qui est adjoint FSSI, qui va gérer, je pense, ce CSIRT-là. Par contre, il faut recruter les personnes. Donc pour recruter les personnes, c'est un point assez important, mais assez difficile aujourd'hui, hein, comme on le sait. Le contexte il est tendu en cyber pour trouver les bons profils, parce que souvent ils sont déjà pris, et encore plus pour des ministères où finalement du coup c'est du public, c'est compliqué pour attirer les gens. Mais le fait de dire voilà, nous notre CSIRT on l'a construit, là je parle en même temps de ministère, mais nous notre CSIRT on l'a construit en suivant tel modèle. Chaque personne va savoir quoi faire. Si on a une réponse incident, on sait comment la gérer, on sait les plans de formation qu'on a, etc. Ça va permettre, je pense, d'attirer les personnes en sachant qu'ils vont tomber dans un CSIRT qui finalement a déjà un gros niveau de maturité alors qu'il vient de se lancer. Je pense que c'est ça qui peut être important, et ce qui va leur rester aussi, c'est le déploiement tout simplement de tous les outils, et se mettre en production, quoi, donc la phase de build. Merci Michael. Encore une question du coup sur la suite, la mise en place, une fois que le CSIRT est mis en place, quelle est la suite et en cas d'attaque? Ok. Alors du coup, ça va être, c'est un peu question ouverte, mais en cas d'attaque, ça va être donc prendre les différentes procédures qui ont été mises en place, et ça va dépendre de l'attaque, hein. L'idée c'est de voir, logiquement ça va être détecté par votre SOC, hein, en priorité. Donc là, une fois qu'il va vous contacter,
Donc si vous contactez, c'est que ça commence à craindre réellement. Il y aura eu toute cette partie qualification qui aura été effectuée. Et l'idée, ça va être de venir, d'essayer le plus tôt possible d'endiguer la menace. Le but, c'est de bloquer l'attaque le plus rapidement possible. Donc, tout dépend ce que ça va être. Je sais pas, bloquer une IP, bloquer un C2, voir par où sont rentrés les attaquants, etc. Et ça, c'est toute cette partie réponse à incident, de se dire, OK, là, on s'est fait attaquer, par où ils sont rentrés, depuis combien de temps ils sont là, est-ce qu'ils ont mis en place de la persistance, et qu'est-ce qu'on fait pour les faire sortir de chez nous. Donc, est-ce que c'est, on coupe ces 3 VM-là, on coupe tout ce système d'information-là. Non, c'est juste un poste, en fait, qu'on a pu isoler du réseau grâce, par exemple, à l'EDR, et du coup, l'attaque a été endiguée. Alors, je ne sais pas si ça répond totalement à la question, mais n'hésitez pas s'il y a besoin de précision. Ça marche. Donc, encore une question. Donc, quel conseil donneriez-vous à d'autres organisations qui envisagent de mettre en place un CSIRT en utilisant ce même modèle? Ok. Alors du coup, là, le point important, c'est faire son diagnostic. Au début, son diagnostic initial, c'est où on en est, pourquoi on a besoin d'un CSIRT, et du coup, qui va nous aider. Donc c'est vraiment cette partie sponsor qui est importante à trouver dès le début, et avant de se lancer dans la création du CSIRT, et fixer un objectif atteignable. Donc clairement, quel niveau on va viser. Donc, je conseille tout simplement de partir sur le niveau basique, à part si vous êtes déjà très mature en termes de doc ou autre, en termes d'équipe, mais c'est viser un niveau atteignable, obtenir un engagement de sa hiérarchie, donc le sponsor, mais surtout aussi au niveau financier. Il faut que ça tienne dans le temps. Définir une personne qui va être responsable de ce projet-là. Attention, c'est un gros projet quand même, donc il faut que la personne ait du temps ou puisse se dégager du temps sur ça. Et là, il faut que cette personne-là aussi puisse finalement, une fois qu'on a construit tous ces docs, donc on est vraiment sur du fonctionnel, mais comment on transcrit finalement cette partie stratégique fonctionnelle à de l'opérationnel. En gros, comment le CSIRT va tourner. Et ça, c'est un point important où nous, on voit qu'on a besoin aussi d'accompagner les ministères sur ça. Donc je pense que c'est ces 3-4 points sur lesquels il faut se poser les questions avant de se lancer dans la création de son CSIRT. Alors, on a encore une question donc d'Aurélien sur le CSIRT. Est-il vraiment nécessaire pour une PME? Alors, bonne question. J'ai envie de dire oui. Ça va dépendre de la taille de l'entreprise, même si c'est une PME. L'idée, c'est, on peut faire appel à un CSIRT externe. Par contre, attention, si vous n'avez pas, par exemple, d'engagement, de FIR ou de réponse à incident, etc., il peut se trouver qu'à ce moment-là où vous allez faire appel à un prestataire externe, il ne soit pas dispo à ce moment-là, et du coup, le temps va défiler en termes d'attaque. Donc typiquement, il y a par exemple la plateforme cybermalveillance où nous, par exemple, Neosoft, comme nos confrères, on reçoit beaucoup de demandes suite à des petites entreprises qui se sont fait attaquer et qui ont besoin d'aide. Malheureusement, on ne peut pas répondre à toutes les demandes. On est limité en termes de moyens humains. Donc je pense que ça peut être intéressant, pas obligé de partir sur un gros niveau de CSIRT, mais au moins avoir des procédures structurées, même si vous êtes que 1 ou 2 personnes finalement, mais vous êtes la personne qui est identifiée. S'il y a une attaque, c'est vous qui allez commencer finalement à mettre les premiers remparts. Votre direction sera au courant. Tout le monde va vous appuyer, même si après vous faites appel à une boîte externe. Au moins, quand nous on va arriver, par exemple, pour vous aider, on va direct comprendre, parce qu'on va discuter avec vous, parler le même langage que nous, on va du coup essayer de cibler finalement plus facilement d'où vient le problème et de vous aider le plus rapidement possible. Donc je le conseillerais, effectivement, c'est toujours pareil, c'est un budget. Après, aussi, il y a la partie détection qui est importante sur le SOC avant, donc à se mettre aussi avant, finalement, parce que quand on se fait attaquer, si on a un SOC, on le voit plus tôt. Donc oui, je le conseillerais, mais ouais, c'est quand même du travail, mais ça pourrait aider finalement les autres personnes qui viendraient vous aider en cas de crise. Merci Mickaël pour tous ces éléments. Il nous reste encore quelques questions. Malheureusement, le timing est assez short. Il va nous rester 1 minute avant la fin de ce webinaire. Donc, ce que je vous invite à faire, c'est éventuellement de contacter Mickaël sur LinkedIn pour répondre un peu plus en profondeur sur ces questions. Et je tiens aussi à vous dire que donc Neosoft sera présent au Forum InCyber du 26 au 28 mars prochain au Grand Palais à Lille. Donc n'hésitez pas à venir échanger avec nous et on participera également à 2 autres prises de parole. Donc avec plaisir pour approfondir un peu plus les échanges. Merci en tout cas pour votre participation, vos interactions et n'hésitez pas à nous contacter via notre site internet. Je vous enverrai tous les liens directement dans le chat. Merci à tous. Bonne journée.